et par Georges Poussener et Serge Sonneron et Yves Yoyot. C'est la crème de l'égyptologie française. Voilà, il ne comprend pas. Ah oui, c'est des Noirs. Ouais. Non. Voilà. Ça, c'est des Français qui ont écrit le dictionnaire. Alors, et à la page, je dirais 1, vous regardez à gauche, dans l'histoire, la chronologie, dans les années 711 avant Jésus-Christ, l'Égypte a connu la première domination étrangère avec les Perses. Après les Perses, on a les indigènes, ceux qu'ils appellent les indigènes sont revenus. Mais bien avant les Perses, l'Égypte était nègre. Parce que quand les gens parlent de la couleur des peaux, il y a des Noirs qui ont la couleur noire, mais qui ont des cheveux lisses. On les voit en Éthiopie, Érythrée, partout, Somalie, même en Soudan, Afrique. Partout en Afrique, il y a on le voit. Des Noirs qui ont la peau noire et qui ont des yeux bleus. Quand vous partez en Guinée, dans la basse, ou bien la Guinée forestière, vous voyez les gens là-bas, surtout les femmes. Vous regardez les beautés, vous allez croire que c'est des métis. Voilà. On peut voir un noir avec des cheveux lisses comme pour les blancs. Ça existe. Et avec un trait pas peut-être sur le trait négroïde moins prononcé, on peut voir plus prononcé ou moins prononcé un peu partout sur le continent. Puisque c'est différent. Voilà. Les gens n'ont pas les mêmes. Par exemple, quand vous prenez les Sénégalais et les Soudanais, ils ont la même noirceur de peau. Oui. Ils ont la même taille. Oui. Bon. Donc, quand vous prenez la domination perse, après maintenant, ce qu'on appelle l'époque grecque, c'est ce qu'on appelle la période de l'Agide. C'est à la partie de là qu'on parle de Cléopâtre. Donc, la période grecque commence de 333 avant Jésus-Christ à 330. Vous avez la dynastie macédonienne. Vous avez la dynastie ptolémaïque. On a l'Agide, vous avez Ptolémée et vous avez Cléopâtre. Maintenant, vous avez la période romaine, quand les Romains ont commencé à dominer l'Égypte, 30 avant Jésus-Christ. Après les Romains, vous avez ce qu'on appelle l'époque copte. Après les Coptes ou byzantines. Après les Coptes, vous avez maintenant la période des Arabes. Après les Arabes, les Britanniques, les Français et aussi, comment on les appelle au niveau des Ottomans. Quand on dit la période arabe, c'est les Ottomans. Donc, voici la chronologie de l'histoire égyptienne. Quand on parle des nègres, les Arabes aujourd'hui, le monde oriental, les Égyptiens qui ont pris l'Égypte aujourd'hui, là, les Arabes, là, quand est-ce qu'ils sont venus en Afrique? 648 après Jésus-Christ. Oui. Mais eux-mêmes, ils parlent, tellement les gens sont malhonnêtes, ils sont incapables de dire effectivement, l'Égypte était nègre. Soi-disant qui vient de déposer plainte, on va y venir contre la série, etc. Donc, ils ne retracent pas l'histoire de l'Égypte. Parce que les gens veulent faire tout possible pour que l'Afrique elle-même ne connaisse pas son histoire. Pour déconnecter la continuité historique de l'Afrique. Parce qu'on veut que les nègres soient manipulés à fond. Donc, voici par exemple, du point de vue chronologique. Avant cette période-là, il n'y avait pas de Blancs, il n'y avait pas d'Arabes en Afrique. Ils y étaient, c'était des voyageurs, des gens venaient, il y avait plusieurs groupes, mais ce n'est pas les terres, ce n'est pas les civilisations, ils n'ont rien apporté culturellement. C'est pourquoi, monsieur le frère Béhangin, c'est que les Européens et les chercheurs ne relèvent pas comme d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, quand les Grecs et les Romains ont pris l'Égypte, pour dominer l'Égypte, pour gouverner l'Égypte, ils étaient obligés de se mettre dans la peau des Égyptiens, c'est-à-dire rentrer dans leurs traditions. Ils n'ont rien apporté politiquement ni socialement. C'est les mêmes cultures égyptiennes, les rois qui étaient des blancs là, portaient les mêmes perruques égyptiennes, portaient les mêmes symboliques, avaient la même symbolique royale, faisaient tout d'Égyptiens, et ils ont essayé même de transformer certains dieux, certains autels égyptiens autrement. On n'a jamais vu ça dans une civilisation où un peuple conquiert un peuple et rentre dans la civilisation de ce même peuple pour diriger. Généralement, quand les gens combattent un peuple, ils finissent la conquête et même ils imposent les cultures. Mais eux, ils avaient quelle culture? Ils n'ont pas de culture. Ils n'avaient pas de culture, d'autant plus que ce que tu dis chronologiquement, quand on regarde
puisqu'ils ne savaient ni lire ni écrire, parce que l'écriture, c'était en Égypte, avant l'an de je ne sais quoi. Quand on regarde bien comment ils pouvaient avoir une civilisation pour la porter en Afrique alors qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Parce que la base d'une civilisation, elle passe par là, c'est-à-dire l'écriture. Tout à fait. Donc, puisque la Grèce antique, la Rome antique n'avait pas l'écriture, alors comment? Moi, c'est ça qui m'a toujours... J'ai dit, mais ils sont vraiment malhonnêtes au fait, parce qu'ils reconnaissent que l'écriture est apparue en Afrique, en Égypte, mais ils disent que ce sont eux qui ont ramené la civilisation. Ça n'a pas de sens. Même quand on prend l'arabe, la langue arabe, l'écriture de la langue arabe provient de l'Égypte aussi, parce que les démotiques, les recherches scientifiques sont là. Parce que même quand vous prenez le latin, le frère Philippe Omotunde, qui a rejoint les ancêtres, en parlait. Quand on prend le latin, on rentre dans l'analyse linguistique, historique, on se rend compte que le latin vient du Congo. Le latin est plus proche du Congo, c'est-à-dire des langues comme le bantou et autres, cette partie de l'Afrique, que même les autres langues européennes. Et aussi parce que la Grèce, voilà. Il y a eu le rapprochement avec la langue de Minan, les Ewe. Voilà. À l'époque, la langue, tout ça, c'était quasiment la suite de ça. Le grec aussi a beaucoup bénéficié des mots égyptiens. Quand vous prenez le français aujourd'hui, la langue française n'a rien de franc ni de gaulois. Les mots gaulois qu'on utilise dans la langue française, il y en a peu. Les mots arabes utilisés dans la langue française dépassent les mots gaulois. Voilà, c'est beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que les Maghrébins d'aujourd'hui ne parlent pas l'arabe littéraire, mais c'est en patois mélangé avec leur langue et le français, au fait. C'est ce que je dis tout le temps à mes amis, que ce n'est pas de l'arabe qu'ils parlent, les Maghrébins dans les quartiers, mais c'est plus en patois mélangé français et autres. C'est pour ça que les Maghrébins dans les quartiers, la plupart, ne savent pas lire, ne connaissent pas le Coran parce qu'ils ne parlent pas l'arabe et ne lisent pas l'arabe directement. Et c'est plus les Noirs qui ont fait l'école coranique, on les voit, qui maîtrisent mieux la lecture du Coran, là où les Maghrébins, eux, s'arrêtent toujours aux hadiths, etc. Ils ne connaissent pas réellement le Coran. Quand tu les prends et que tu veux leur parler de la religion de l'islam et que tu veux parler du Coran, moi, je les vois, je fais des débats avec eux souvent en privé, ils sont perdus parce qu'ils ne maîtrisent pas réellement la langue. Oui, tout à fait. Faire des études, que ce soit au Yémen, en Égypte, en théologie, pour apprendre l'arabe et ensuite maîtriser l'étude islamique, comme ils appellent ça, le Coran, etc. Tout à fait. Donc, voilà comment, en tout cas, les gens, ils ont évolué. L'Égypte, aujourd'hui, est un danger. Parce que si on dit que l'Égypte est nègre, ils vont perdre leur esprit suprémaciste. C'est pourquoi on ne veut pas des gens populaires comme Jim aborde des sujets comme ça. Mais ils savent pertinemment sur le terrain, c'est comme ça. Donc, les Arabes n'en veulent pas, les Européens n'en veulent pas. Parce que quand vous prenez, par exemple, la religion, aujourd'hui, on parle de religion, mais tout le monde sait que de nos jours, avec la recherche scientifique, que la Bible, la plupart des textes bibliques ont été recopiés dans la bibliothèque d'Alexandrie. Et tout dernièrement, pour mettre en place certaines choses, ils ont détruit le temple d'Isis à Philae et sous Justinien, ils ont emporté des prêtres de ce temple en Égypte. Ce n'est pas moi qui le dis, François Domas, La civilisation égyptienne. Tous les Français intellectuels connaissent François Domas. Il le dit, et quand vous prenez cet ouvrage, dans la partie introduction, voilà, quand vous lisez l'introduction, il explique cela. Il dit que sous Justinien, le général Narsès, emprisonnant les prêtres de la déesse Isis, la déesse, et envoya à Constantinople les idoles saintes. À notre connaissance, Philae fut le dernier refuge de la vieille religion égyptienne en territoire proprement égyptien. Quel était le niveau intellectuel des prêtres qui fit emprisonner le Busilus? Nous l'ignorons. Mais ce qui est sûr, c'est que ce furent sans doute les derniers à lire encore les inscriptions qui
couvrait les parois des temples et à conserver tant bien que mal la traduction de leurs ancêtres. Ce n'est pas moi qui le dis, François Domas, La civilisation égyptienne. L'ouvrage est là, introduction, la première part de l'introduction. Les Français peuvent lire. Donc, pour vous dire quoi, on a pris même des prêtres égyptiens qu'on a voyagé avec pour qu'ils puissent donner le savoir. Et il dit que c'était les derniers à lire les hiéroglyphes. Ce n'est pas moi qui le dis. L'ouvrage est là. Tout Français qui regarde peut prendre cet ouvrage dans n'importe quelle bibliothèque en France et le lire. Donc, l'enjeu, c'est où? Quand vous prenez Jan Assmann, c'est un égyptologue allemand. Avant que Freud, avant Freud qui a parlé de Moïse et le monothéisme, lui, il a écrit Moïse l'Égyptien. De quel Égyptien parle-t-on? Ce n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Égypte arabique. On parle de l'Égypte antique. Jan Assmann, mon frère Egunshi, Jan Assmann, c'est un égyptologue allemand. C'est lui le pape de l'égyptologie occidentale. Si Jan Assmann parle, aucun égyptologue européen ne peut parler encore. Jan Assmann, voici son nom. C'est un égyptologue allemand. C'est lui la crème des crèmes actuellement. Pourquoi on ne l'attaque pas? Parce qu'il a dit Moïse l'Égyptien. L'ouvrage a été publié quand? Lui-même, exactement. À l'époque, lui-même reconnaissait la négritude de l'Égypte. Je crois, voilà. ce monsieur. Mais les gens, j'arrive, les gens ne veulent pas dire la vérité. C'est pourquoi je te dis que je connais bien la culture française. Parce que quand tu dis des choses comme ça, les Africains sont là, oh, lui là, il se vend, il est arrogant, il parle mal. Nous sommes dans la science. On parle des faits. Les Français savent bien les enjeux de l'égyptologie, même l'Occident. Ils ne veulent pas que les Africains s'en approprient, en prennent conscience ou bien même on l'enseigne. Mais Dieu merci, dans leur propre milieu, il y a des gens qui le disent, même si leur voix n'est pas audible. La dernière des choses que je vais dire aux Français, quand ils attaquent James, et Christiane Desroches-Noblecourt, l'une des premières femmes égyptologues en France, c'est elle qui a convaincu De Gaulle d'organiser l'exposition Toutankhamon, qui a rassemblé des millions, la plus grande exposition visitée au monde. Quand ils ont exposé Toutankhamon en France pour la première fois, c'est elle qui a convaincu De Gaulle. C'est une archéologue. C'est elle aussi qui a envoyé l'idée de démonter le temple d'Abou Simbel, de Ramsès II. Vous voyez, entre parenthèses, Ramsès II, aujourd'hui, on le présente en blanc. Il y a une momie là, on dit que c'est momie de Ramsès. Mais quand vous regardez le temple d'Abou Simbel, les statuettes de Ramsès II, qui sont la partie l'une des parties les plus conservées de l'Égypte, elle est vraiment négroïde. Comment se fait-il que sa momie soit un blanc avec des cheveux, on comprend même avec le nez crochu. D'aucuns ont considéré son nez à celui de Diderot, Denis Diderot. Les bustes fabriqués qu'il montre, ce n'est pas la vraie couleur, mais d'autant plus que moi j'ai envie de dire à ceux qui le peuvent, vous savez, quand vous allez en Égypte pour visiter les pyramides, comment dire, ceux qui vous font visiter ces lieux, c'est les Égyptiens d'aujourd'hui qui ont pris la place, usurpé. Eux-mêmes, ils te le disent, que les pharaons sont noirs. C'est-à-dire que même les visites, comment on les appelle là, ceux qui font visiter les pyramides là-bas, quand vous allez en Égypte, là-bas pour voir les pyramides, ils le disent. Et en plus de ça, il y a deux sortes de prix là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un prix pour les Égyptiens et il y a un autre prix pour ceux qui viennent d'ailleurs, même pour les Africains hors d'Égypte. Mais ils reconnaissent que l'Égypte est noire. Et en plus de ça, vous savez, moi je suis curieux, c'est la curiosité qui m'a poussé à lire même la Torah. Même vous prenez la Torah, dans la Torah reconnaît que les pharaons étaient noirs. Puisque à l'époque déjà, quand on prend leurs femmes dans la Torah, on parle de la femme d'Abraham, de Moïse.
c'était des couches, c'était des noirs, comme eux, ils les appellent. Donc, ça veut dire que voici des livres, comme tu as dit, c'est-à-dire le christianisme a été pompé sur des gens qui, eux-mêmes, dans leurs livres, reconnaissent que les pharaons étaient noirs, puisque les pharaons, dans la Torah, pour eux, ont accueilli Moïse quand il fuyait avec, tu sais, des fois, je ne sais pas, mais les faits sont là, en fait. On peut encore les oui, prendre. même vous parlez d'Abraham. Quand vous regardez tous les grands ancêtres de la Bible, c'était des patriarches, des hyper polygames. Polygames, oui. Qui ont assumé leur polygamie, qui ont des grandes familles, qui ont 50 femmes, combien de femmes, c'est des familles polygames. Mais regardez aujourd'hui comment on combat la polygamie en Afrique. Parce qu'on ne veut pas que l'Afrique évolue démographiquement ou on ne veut pas que la société soit équilibrée. Et les femmes ont mis ça dans la tête. Regardez la vie des couples aujourd'hui. Tout le monde est déséquilibré. Parce qu'on n'est plus dans notre ancestralité pour gérer la question de famille. Surtout en France, en France. 90% c'est monoparental. Aujourd'hui, voilà. La famille est détruite en France, en Europe, hein, on le voit. Quand vous prenez aussi, vous avez parlé de choses, cette question de prix. Le tourisme fait partie, c'est comme la première richesse de l'Égypte. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Bon, bref. Donc, Desroches-Noblecourt, Christiane Desroches-Noblecourt a fait cette exposition tout en Cameroun. C'est elle qui a envoyé l'idée pour qu'on dépièce la tombe et le temple d'Abou Simbel, creusé sur la montagne par Ramsès II pour le reconstruire ailleurs parce qu'il y avait le barrage d'Assouan que Nasser voulait construire. Et l'eau allait prendre le temple si on ne le démolissait pas, on ne le découpait pas. Et ils ont fait ça, c'est une prouesse et l'UNESCO a financé. Elle explique la chose ici. Voici l'ouvrage où elle explique le projet. Voilà, Christiane Desroches-Noblecourt. Donc, je présente ces ouvrages, les Français qui vous écoutent, vous-même, vous pouvez leur donner ça, ils n'ont qu'à les lire. Mais ça, c'est pas ce qu'on verra sur CNews ou BFM. Mais je vous dis que c'est de l'idéologie. C'est des gens qui financent et ils savent que les Africains vont aller là-bas. Les Africains qui sont en France, là, ils n'ont qu'à se documenter. Ils n'ont qu'à lire, connaître. Ils n'ont qu'à visiter les musées. Voilà. Donc, voici l'ouvrage où Christiane Desroches-Noblecourt explique comment ils ont dépiécé le projet là. Donc, la même Christiane Desroches-Noblecourt, à la fin de sa vie, va publier un ouvrage parce que c'est une confession. Elle confesse au fait. Et l'ouvrage, je vais vous le montrer pour que les Français eux-mêmes lisent. Le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne. Où elle démontre que leur civilisation, l'Occident vient de l'Égypte. L'Égypte, c'est où? C'est l'Afrique. L'Égypte, c'est quoi? C'est les nègres. Quand ils parlent comme ça, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple des tombes. Il n'y a que les Africains qui ont des rites funéraires profonds. Vous voyez, en Inde, ils font la crémation. Nous, on ne fait pas la crémation. Oui. Quand tu prends un problème du point de vue anthropologique, tu connais comment un peuple organise les rites funéraires. Tu peux comprendre sa culture. Mais les Européens ne veulent pas de ces débats. Christiane Desroches-Noblecourt, dans cet ouvrage, explique tout. Partager pour ceux qui, je vois les commentaires, voilà. Beaucoup demandent c'est quoi le nom de la page de ce professeur. Tout sera publié après. À la fin, on va mettre un commentaire avec les Christiane Desroches-Noblecourt. Voilà. Et le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne. Il y aura aussi le Facebook, etc. Il y aura tout après. Monsieur Béhanzin, oui. Assoyez-vous bien. Ce que je vais vous montrer dans ce livre est plus catastrophique. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique, comme le dit Alpha Omar Konaré, celui qui ne connaît pas l'histoire de l'Afrique ne connaît pas l'histoire du monde. Dans cet ouvrage, Christiane Desroches... Attends. Bon, je vois que nous sommes attaqués, le direct est attaqué, alors je demande vraiment à ceux qui suivent l'émission, ceux qui aiment ce débat, je vous demande de partager, de sécuriser cette vidéo, partager, repartager, s'il le faut, tous les 10 minutes, repartager le live, mettez des cœurs dessus parce que franchement, l'aîné mérite vraiment que cette vidéo fasse le tour des réseaux pour ne pas qu'on puisse encore
entendre qu'une seule version, c'est-à-dire la version des médias. Donc, je vous demande vraiment, faites un effort, parce que je sais que si là, on parlait de géopolitique, de francs CFA, je sais que le nombre de likes, le nombre d'abonnés, on fera le triple. Mais là, vu qu'on parle de choses vraiment scientifiques, culturelles, idéologiques, je sais que malheureusement, très peu de personnes s'intéressent, mais ceux qui sont là, faites l'effort, s'il vous plaît, de bombarder, de partager encore et encore dans les groupes la vidéo. On continue. Donc, l'ouvrage a été traduit en anglais. Voici la version anglaise. How Egyptian Civilization Shaped the Modern World. Le même ouvrage de Christian de Roche-Noblecourt. Si vous allez sur Amazon, vous pouvez trouver avec la même photo le titre en français. Vous voyez, c'est le même ouvrage qui a été traduit. Moi, j'ai la version poche. Ici, c'est grand. Maintenant, ce qui est fabuleux, je vous dis, asseyez-vous bien. Ce que je vais vous montrer dans cet ouvrage va choquer les Africains et les Occidentaux eux-mêmes. Quand je dis ils sont malhonnêtes intellectuellement, ils ne veulent pas reconnaître certaines choses. Ou bien, il y a certains qui écrivent et ils ne sont pas audibles, c'est-à-dire les gens ne veulent pas qu'on parle d'eux. Parce que ce que nous disons aujourd'hui comme vérité aussi vient de certains Occidentaux. Donc, ce n'est pas eux tous qui sont malhonnêtes. Il faut préciser cela pour qu'on ne soit pas attaqué pour dire qu'on a tout mélangé. Est-ce qu'on comprend? On comprend. Voilà. Dans cet ouvrage, Christian de Roche-Noblecourt montre une fausse histoire montée dans la Bible, le rêve de Joseph. On dit que Joseph a rêvé, 7 vaches ont dévoré quoi? Christian de Roche-Noblecourt montre le papyrus dans lequel ils ont pris cette histoire. Voici le papyrus. L'histoire des vaches maigres. Ah là là là. Voici l'histoire. Tu peux rappeler, tu peux redire l'histoire pour que les gens... l'histoire de Joseph. Voilà. La question, le rêve de Joseph, la question des vaches maigres, des vaches grasses. Oui. C'est un papyrus égyptien qui existe. Christian de Roche-Noblecourt dit que ça se trouve dans la chambre funéraire de Nefertari. Parce qu'il y a certaines tombes en Égypte où on refuse les gens de visiter parce qu'il y a des faits troublants. Donc, voici ce qu'elle dit. Voici ce qu'elle dit. Donc, voici l'histoire. Et comme ça, c'est la version anglaise, je laisse et je prends la version française. Je vous montre la version française. Et vous partez encore derrière. Et il dit que les 7 vaches, voilà, du caveau de Nefertari, jugées par Ramsès II comme le chapitre le plus éminent du guide de l'au-delà. C'est pas moi qui le dis. Oui. Christian de Roche-Noblecourt. C'est pas toi, exactement. On le précise. C'est pas toi qui le dis. On l'appelle la révolutionnaire, la rebelle. Elle a vu tellement de choses qu'à la fin de sa vie, elle a écrit cet ouvrage. C'est comme une confession où elle démontre tout ce qui vient de l'Occident. Voici comment c'est venu. Voilà. Voici l'ouvrage. Les gens peuvent aller tout de suite sur Amazon. Ils peuvent trouver l'ouvrage version française, version anglaise. Pour comprendre ce que Christian de Roche-Noblecourt a donné. Et du même coup, il ne cite pas Cheikh Anta Diop. Pourtant, Cheikh Anta Diop avait tout écrit, civilisation ou barbarie. Quand vous lisez ces deux ouvrages, c'est comme ils disent la même chose. Mais elle refuse de citer Cheikh Anta Diop parce que Cheikh Anta Diop a écrit avant elle. C'est ça aussi le livre Confession de Cheikh Anta Diop. Et c'est sous-titré Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance. Ça, vous pouvez avoir ça en France, c'est publié chez Présence africaine. D'ailleurs, tous les livres de Cheikh Anta Diop, c'est Présence africaine. Pour ceux qui sont intéressés par
le livre de Cheikh Anta Diop, je vous conseille d'aller à la librairie Taméry si vous Voilà. habitez sur Paris. Et peut-être même le livre de la française, vous allez à la librairie Taméry, Voilà. vous commandez s'ils ne l'ont pas là-bas et vous l'aurez directement après. Voilà. Librairie Taméry. Tapez librairie Taméry et vous verrez. Donc, Christian Deros Noblecourt a démontré comment l'Égypte a donné ce que l'Égypte a donné au monde. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand les gens parlent, même sur la femme africaine, parce que moi, j'ai fait l'effort de faire un peu de ces collections. Ça, c'est sur Ramsès II. C'est Christian Deros Noblecourt et la femme au temps des pharaons. Et la même Christian Deros Noblecourt dit que les reines que vous voyez en Europe, que c'est des accidents de l'histoire. Même la reine d'Angleterre qui vient de partir, elle dit que c'est un accident de l'histoire. Ça ne fait pas partie de la culture occidentale qu'une femme soit reine. Donc, voici comment l'Égypte est un danger parce qu'ils ont tout là-bas. On a tout recopié là-bas. Et aujourd'hui, si tu parles, c'est des Africains même qui se disent chrétiens ou musulmans qui vont s'attaquer à toi. Parce que c'est l'ignorance de notre histoire. Et l'Occident a construit toute sa puissance sur l'ignorance de notre histoire. Et c'est pourquoi l'Égypte aujourd'hui est un danger. Même quand on parle de l'Égypte, tu parles chaque fois de l'écriture. L'écriture égyptienne est exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Je dis bien exceptionnelle parce qu'ils sont partis sur des faits. On prend un vautour où on dit que c'est un A. C'est la culture matérielle qu'ils ont utilisée comme alphabet pour construire l'écriture. Et je termine en disant, ces livres, je les payais au à la librairie du Brooklyn Museum. Ça, c'est à New York. Ceux qui sont à New York, ils peuvent aller au Brooklyn Museum. C'est dans les librairies que j'ai payé ça, le livre de la mort. C'est un papyrus qu'ils ont traduit. Et pourquoi je montre cet ouvrage? Parce que cet ouvrage a un lien avec la Bible. Toutes les valeurs que les gens chantent aujourd'hui dans le monde chrétien ou musulman, beaucoup proviennent de cet ouvrage. Et ceux qui sont à New York aux États-Unis peuvent aller à la 5e avenue visiter le Metropolitan Museum of Art, partie Égypte. Ils verront des choses. Donc, aujourd'hui, quand les Européens parlent de l'Égypte, ils ne veulent même pas que les Africains comprennent ce qui se passe. Parce que si les Africains s'approprient cette histoire, et ils sont foutus, ils n'ont plus rien à dire, puisqu'ils n'ont rien donné à l'humanité. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, la falsification de l'histoire a fait du christianisme et de l'islam, a fait qu'ils sont très violents. Parce que les gens refusent. Regardez dans tous les pays africains où les gens ont de la sagesse. On refuse même quand on va même dans un lieu pour faire sacrifice, qu'il y ait même la bagarre. Que des gens même se chamaillent, on refuse. Dans les lieux de sacrifice, dans les lieux de rites, il n'y a même pas de discussion. Non. On s'assoit, c'est une prière, parce que c'est une connexion, une haute connexion. Mais regardez aujourd'hui. On est habillé en blanc, on est pieds nus, connexion, pas de bagarre, tout le monde est calme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la violence est partout. Et quand les gens disent que la religion, c'est la paix, c'est faux. Je le répète, c'est faux. Mais ni le christianisme... Non, attends, je termine dans ça. Ni le christianisme, ni l'islam n'ont apporté la paix. D'abord, le christianisme, la division interne du christianisme, c'est que l'Église a fait à la société occidentale. Particulièrement en France, tu es là-bas, les Français le savent, quand on dit la nuit de Saint-Barthélemy, ou quand le prêtre Martin Luther a contesté l'Église catholique, eux, l'Église le persécutait, on les a appelés les protestants. En France, quand tu étais protestant, on te tuait. Religion, on te tue parce que tu es protestant. C'est ça qui a envoyé la question de... Les Maliens ont pris ça aujourd'hui, ils s'embrouillent avec là, que laïcité. Quand moi je vois les Maliens discuter sur ça, je dis, mais malgré le combat que le Mali mène, entre parenthèses, le Mali ne sait pas que c'est l'islam qui l'a ruiné. Quand Kankou Moussa a pris tout l'or du Mali, aller partager au Proche-Orient. C'est ça qui a ruiné le Mali. C'est les mêmes Almoravides qui ont détruit l'empire du Mali, qui ont détruit le Mali.
Et c'est à cause de ces conquêtes musulmanes qui ont été inhumaines qu'après la guerre, quand Sundiata Keita a reconstruit le pays, les gens ont écrit la charte de Kourouka-Fouga. Les Africains aujourd'hui, de façon incongrue, comparent ça que c'est la première déclaration des droits de l'homme. Il y a certains qui m'attaquent et moi j'ignore ça. Non, il ne faut pas oser comparer la charte de Kourouka-Fouga à la question des déclarations des droits de l'homme. La question des droits de l'homme n'a rien de profond. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut pratiquer. La culture africaine, c'est pratique. Donc, voilà comment aujourd'hui, entre parenthèses, la religion. Quand vous prenez les musulmans eux-mêmes, regardez le monde musulman, comment c'est divisé. Regardez actuellement en Turquie, comment on appelle l'opposant, qui est sorti, dit qu'il est, comment on appelle son groupe religieux ou ethnique, là, il a dit qu'il est ça et qu'il est musulman à 100%. Regardez ce qu'Erdogan lui a dit. Regardez la division au sein du monde musulman. Oui. Quand les Pakistanais sont partis de l'Union indienne, regardez, ils ont commencé à stigmatiser d'autres musulmans et ils sont partis. C'est ça qui a donné le Bangladesh. Donc, mais nous en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour nous diviser? C'est les mêmes religions et c'est l'ethnie. Alors qu'il n'y a pas d'ethnie suprême en Afrique. Les ethnies là se sont connectées. Donc, voilà comment la chose est complexe et il faut expliquer aux Africains pour qu'ils comprennent comment c'est important de connaître notre histoire, de connaître notre culture, parce que l'Afrique n'a pas développé la violence. Aujourd'hui, les vérités scientifiques qu'on démontre, ça peut ne pas plaire, mais personne ne peut venir dire le contraire. Parce que c'est des spécialistes qui ont écrit, c'est des spécialistes qui ont démontré. Donc, voilà en tout cas ce qu'on peut dire globalement sur l'enjeu de l'égyptologie et de l'Égypte. Maintenant, je ne sais pas si tu veux qu'on revienne sur Cléopâtre. Oui, on va revenir, voilà. Mais juste pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, tu as parlé de la nuit de Saint-Barthélemy. Alors, voici ce que représente la photo. Et pour ceux qui nous écoutent, il y a eu entre 10 000 et 30 000 morts dans la France entière selon les sources. Le massacre de Saint-Barthélemy est le massacre de milliers de protestants par des catholiques déclenché à Paris le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, prolongé pendant plusieurs jours dans la capitale, puis étendu à plus d'une vingtaine de villes de province durant les semaines suivantes et même les mois suivants. Cet événement de guerre de religion résulte d'un complexe de facteurs aussi bien religieux et politiques que sociaux. En lisant cela, ça me fait penser à un film, je ne sais pas si tu as regardé, ce qu'ils appellent le film La Purge. Je ne sais pas si tu as regardé cela. C'est un film où, pendant une nuit, tout est permis. Dans le film, ça massacre, ça tue, le plus fort, le plus faible. En fait, j'ai l'impression de revoir la même chose, en fait. Ça veut dire que ça, ce sont des faits historiques que même en France, je pense que beaucoup de Français ne connaissent pas, ni les soi-disant sur les plateaux, parce que ça, ce sont des parties de leur histoire qu'ils essayent de masquer, parce que ça démontre la nature. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas méchant en le disant, mais que ce sont des gens qui sont prédisposés à la barbarie, à la violence. Mais ils vont se réveiller, l'Occident va se réveiller parce qu'avec la nouvelle montée de la Chine, de l'Inde, de la Russie, du Brésil, c'est un combat culturel. Ils vont voir que de l'autre côté, puisque les gens ont commencé à rejeter tous leurs projets sociaux. Par exemple, vous voyez l'homosexualité aujourd'hui, la Russie a dit non, eux ne vont pas laisser, père et mère va toujours figurer dans les actes de naissance. C'est l'église orthodoxe. Voilà, la même église, quand vous vous rappelez que l'Europe combattait la Russie pour des questions de communisme, aujourd'hui c'est la Russie qui vient être la championne de la lutte pour la préservation de la famille ou, si vous voulez, de l'identité humaine. Donc, c'est un combat culturel qui se mène. À la longue, si l'Afrique a des pouvoirs qui vont revenir sur la renaissance culturelle, l'Occident sera obligé de commencer maintenant à se réhumaniser. Parce que la force militaire ne va plus rien résoudre. Tous les pays, sauf l'Afrique, tous les pays du monde ont la haute technologie militaire. Tu me frappes, moi je te détruis. Si je n'ai pas pu te détruire, toi aussi tu vas avoir une destruction. Les gens sont au même niveau militaire aujourd'hui. Donc ce n'est plus un combat militaire, c'est un combat culturel. Donc ce que tu dis,
Et il faut dire aux Français qui n'ont qu'à aller à ce qu'on appelle place de la Concorde. L'obélisque qui est là-bas. Là. Oui. Pourquoi ils ont envoyé l'obélisque là? C'est à la place de la Concorde là que les rois, les autorités françaises tuaient les Français. On tuait tellement les gens que les gens se débattaient comme ça, comme des poulets. Le sang était partout, jusqu'à Guillotin a décidé d'inventer une machine pour pouvoir mieux tuer. Malheureusement, lui-même, il a passé par cette machine, on l'a coupé la tête aussi. Et pour purifier la place là, dans leur résolution franc-maçonnique, ils sont allés en Égypte, au temple de Luxor. Sous les conseils de Champollion, ils ont pris l'obélisque du temple de Luxor, l'obélisque côté droit, et ils sont venus planter au milieu de Paris, au milieu de cette place-là, pour pouvoir avoir des bénédictions, des connexions énergétiques, pour expier le mal qu'ils ont fait entre eux frères. Voilà, quand les Français là parlent l'Égypte, il faut leur dire l'obélisque qui est à la place de la Concorde là. Ils n'ont qu'à enlever ça, à les donner en Égypte. Pourquoi ils ont placé là-bas? Maintenant, ma question. Oui. Ma question. En faisant mes recherches, hein, le peu que j'arrive à faire, j'ai cru comprendre et j'ai observé que les obélisques, en plus de l'obélisque de Paris, il y a plusieurs obélisques dispatchés un peu dans le monde. Et quand on regarde le positionnement de ces obélisques dans les capitales, je crois qu'aux États-Unis, il y en a aussi, je crois. Oui, à Washington. Voilà. À Washington. Washington, je crois aussi en Turquie, ils en ont aussi. Et ces grandes villes-là où c'est positionné, quand tu regardes, ça se croise en même temps avec l'Égypte, la pyramide. C'est-à-dire quand tu traces, il y a... ça m'a intrigué. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que peut-être tu connais un peu sur le positionnement de ces obélisques à travers ces capitales qui se croisent avec les pyramides, c'est-à-dire directement en Égypte? Bon, je ne peux pas aller sur le plan initiatique pour vous dire ce que ça veut dire en Afrique. D'accord. Voilà, parce que tout ce que le monde fait, l'Afrique les regarde. L'Afrique n'a pas encore dit son dernier mot et l'Afrique ne dira rien. Ils vont tous sombrer. Et c'est pas pour rien, depuis l'Antiquité, ils n'ont pas pu détruire l'Afrique. Ils ont détruit les aborigènes d'Australie, ils ont détruit les populations précolombiennes en Amérique, mais en Afrique, on peine à nous détruire. Même malgré les maladies, l'Afrique demeure le continent qui a la démographie la plus dynamique. Parce qu'ils ne maîtrisent pas jusque-là nos cultes et ils ne maîtrisent pas jusque-là nos connaissances. C'est ça la force de l'Afrique. C'est dur, mais on a une force énergétique qu'ils ne peuvent pas détruire. Et la question des obélisques au niveau des capitales occidentales, il ne faut même pas chercher à comprendre. Et ils le font pour chercher des forces. Parce que dans les milieux qu'on dit franc-maçonnique, Rose-Croix, c'est dans ces milieux-là que les gens partaient s'asseoir pour dire qu'ils font en tout cas des initiations. Puisque c'est eux qui avaient les connaissances sur l'Égypte, les livres en son temps se passaient entre eux, mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas l'initiation africaine. Bon, si quelqu'un ne connaît pas les plantes, et il ne connaît pas les masques, il va connaître quoi? Il ne connaît pas les animaux. Même si tu veux être le premier des francs-maçons, on t'amène dans la forêt du Congo, tu ne connais même pas les plantes, tu ne peux pas parler aux plantes, tu ne peux pas parler aux animaux, tu ne connais pas les animaux. Bon, ces milieux-là, ils n'ont jamais porté la peau de léopard, ils n'ont jamais porté dents de léopard. Bon. Donc apparemment, je crois que ça s'appelle la disposition des lignes tuilériques. Les obélisques, là, comment c'est placé dans les villes, dans les pays où ils les ont ramenés. Mais tout ça, ils cherchent à avoir des connexions. Parce que les obélisques, ils ont trouvé que non, en Égypte, c'était de quelque chose. Mais comme je l'ai dit, je ne rentre pas dans ces détails. Mais eux, ils ont copié ça pour avoir des forces. Et ils ont pris d'autres depuis l'Égypte pour envoyer. Quand l'Italie avait attaqué l'Éthiopie, il a fait transporter des obélisques éthiopiennes là-bas. Le Vatican, on ne parle pas. Il y a des découvertes, même quand on fait en Égypte en son temps, on était obligé d'envoyer donner au Vatican pour que ça soit conservé, pour que ça ne contredise pas la Bible. Donc, voici comment les choses se sont faites. Maintenant, aux États-Unis, effectivement, à Washington, il y a cet obélisque. Pour ceux qui voient, quand Martin Luther King faisait son discours, vous voyez la disposition. Et on peut voir très bien cet obélisque-là. C'est quelque chose qui existe un peu partout. Et ce n'est pas l'obélisque seulement. L'obélisque même n'est rien. Toute l'architecture occidentale est pyramidale.
Pour ceux qui connaissent New York, quand tu t'assois à New York, tu regardes tous les immeubles de New York, c'est en forme de pyramide. Si au-dessus de l'immeuble, ce n'est pas une pyramide, l'étage, même quand tu regardes, c'est une pyramide. Toute l'architecture occidentale, même quand vous regardez les maisons, vous allez voir les cercles. Vous allez voir les cercles qu'on fait, vous allez voir le soleil levant, et même vous allez voir le triangle isocèle qui représente la pyramide. Tout ça, c'est des formes égyptiennes. Parce que l'Europe n'a pas d'architecture fondamentalement parlant. Puisque les villes grecques, c'était des architectes égyptiens qui étaient partis. Et quand vous regardez la campagne de Napoléon, ils ont envoyé des architectes qui devaient copier et étudier les monuments. Et c'est à partir de là, les écoles d'architecture occidentale, c'est purement l'architecture égyptienne que les gens recopient. Voilà. Sinon, ils n'ont pas... Pour preuve, quand vous venez en Afrique, chaque groupe social, chaque formation sociale a son architecture. C'est ça la force de l'Afrique. Vous prenez par exemple, au niveau du Tchad, il y a un groupe là qu'on appelle les Mousgoun. Quand vous regardez comment les Mousgoun bâtissent les maisons, il suffit que nos architectes africains prennent cela et ils ajoutent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous prenez par exemple chez les Bamoun, quand vous regardez l'architecture Bamoun, voilà. Et vous regardez, voilà, par exemple, au niveau du Bénin et du Togo, vous prenez chez les Somba. Quand vous prenez les Somba, chez nous au Burkina, vous prenez les Kasséda. Vous regardez l'architecture Kassena avec des décorations, les gens parlent de fractal, quoi. Mais c'est des choses impressionnantes. L'Europe n'a pas ça. Et l'architecture en Afrique, c'est en même temps une cosmogonie, c'est une vision du monde. Et cette vision-là, aujourd'hui, par exemple, tellement qu'ils ont fait main basse sur notre histoire, sur nos civilisations, ils ont réussi à faire croire aux Africains que les Africains ne sont pas développés parce que les Africains dormaient dans des huttes, etc. Mais quand tu regardes aujourd'hui, on rentre encore dans les faits idéologiques. La même chose qu'ils reprochaient aux Africains, c'est-à-dire que les Africains dormaient dans la forêt, protégeaient la forêt, respectaient la nature. C'était ça notre mode de vie. Aujourd'hui, ils nous ramènent ça maintenant avec le nom écologie. En gros, on nous dit maintenant, il faut préserver la forêt, il ne faut pas construire au bord des plages, il ne faut pas détruire les rivières, alors que c'est comme ça que nous, on vivait et qu'eux se moquaient de nous. Et c'est ça maintenant qu'ils sont en train d'utiliser en disant l'écologie, la protection de la nature. C'est des gens qui ont toujours rêvé, qui détruisaient tout pour construire des belles immeubles en disant que les Africains ne faisaient pas de même. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui disent non, attendez, il ne faut plus détruire la nature pour construire des immeubles, il faut protéger la nature, etc. Et quand tu regardes bien, et là on se rend compte que l'Égypte, depuis l'époque, est toujours occupés par l'Occident et qu'ils ne veulent pas lâcher l'Égypte. Que ce soit l'invasion de Napoléon qui est parti en Égypte, ensuite chassé par les Britanniques. Les Britanniques, ensuite aujourd'hui l'Égypte récupérée par les Américains politiquement parce qu'il y a eu tout le conflit lié au canal de Suez qui sépare, pour les impôts, qui a créé tout ce qu'on appelle la finance par l'Empire britannique, etc. aujourd'hui. Et quand tu prends même l'Égypte, avec la séparation du canal de Suez, ils ont même réussi à créer dans l'imaginaire du monde des Africains le Moyen-Orient, le Proche-Orient, etc. Et ils essayent même de mettre l'Égypte dans ce qu'ils appellent Proche-Orient. Et quand tu regardes maintenant, si on retire le canal en Égypte, mais on se rend compte qu'en réalité, l'Afrique, l'Arabie, etc., c'est collé. Parce qu'aujourd'hui, les pays comme l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats, c'est sur quel continent? Les gens n'arrivent pas à... Tu vois, cher René, j'ai envie que si tu peux vraiment... Ce que tu dis, je comprends. Toute l'humanité est collée à l'Afrique. Quand vous regardez l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, vous regardez son découpage. Si vous le rapprochez à l'Afrique de l'Ouest, à partir de Guinée, Sénégal, jusqu'à Guinée équatoriale, Cameroun, c'est le même découpage. Ça peut rentrer. C'est comme un page. Quand vous prenez le Proche-Orient aussi, si vous rapprochez, géographiquement, quand vous regardez la position de l'Afrique et la division des autres, si on doit les remettre ensemble, ça rentre en Afrique
comme le dit Cheikh Anta Diop, comme une momie dans son sarcophage. Tout est lié à l'Afrique. Mais maintenant, la notion d'écologie, les Européens ne parlent pas d'écologie. C'est un habillage. En réalité, les Européens veulent détruire la médecine africaine. Exactement. Parce que les plantes, les Africains continuent de se soigner toujours par les plantes. Aujourd'hui, en Europe, si tu dis à quelqu'un, ou en Amérique, si tu dis à quelqu'un, tu peux aller creuser les racines d'un arbre ou prendre les feuilles d'un arbre pour te soigner, ils vont dire que c'est vrai. C'est faux. C'est pas vrai, que c'est faux. Mais ils ont même interdit l'artémisia. La plante l'artémisia parce que c'est réservé que pour la France. L'industrie pharmaceutique française, c'est-à-dire l'artémisia cultivée en Afrique, les Africains n'ont pas le droit de le consommer. C'est réservé directement, c'est une propriété de la France, l'artémisia. Oui, mais c'est pourquoi les Africains, quand tu parles de débat idéologique, on doit être idéologiquement bien formés pour que nos politiques et nos opérateurs économiques comprennent le combat culturel. Quand vous prenez aujourd'hui le Bénin, c'est le Cuba de l'Afrique. Parce que les Béninois sont très ancrés dans la médecine traditionnelle, dans la médecine par les plantes. Et quand vous prenez dans le monde des animaux, je te dis que les Européens, anthropologiquement, ils ne connaissent rien. Quand je dis ils ne connaissent rien, c'est entre guillemets. Quand vous prenez, nous, Africains, on connaît les animaux, on parle avec eux, on communique avec eux, on a le totémisme. Chose qu'ils n'ont pas, le totémisme. Mais comment les Européens, eux-mêmes, ils regardent le monde animal? Dans la nature, vous pensez que les chimpanzés, les singes, les rhinocéros, les gorilles, les poissons, ils ne tombent pas malades? Ils tombent malades. Comment ils se soignent? Avec les plantes qu'il y a dans la nature. Avec les plantes. Oui. Il y a des nourritures que les animaux mangent peut-être chaque 5 jours, chaque 6 jours, parce que cette nourriture vient maintenant et les aider à soigner leur corps. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est Dieu qui a fait sa chose, c'est la nature. Chacun est né et il est doté de connaissances. Maintenant, quand vous prenez les hommes, les Africains reconnaissent que les animaux leur ont donné le savoir. C'est pourquoi qu'il y a cette communion entre les animaux et les humains en Afrique, d'où le totémisme. Tu vas aller, on dit qu'il y a des maladies, pour soigner, il faut aller prendre la peau de tel animal, il faut aller prendre telle chose, il faut aller prendre telle chose, il faut aller faire tel sacrifice. Les Européens ne connaissent pas ça. Donc la nature, là, il ne peut pas nous donner des leçons sur la protection de l'environnement, parce que notre civilisation n'est pas destructrice de l'environnement. Notre civilisation vit en parfaite harmonie avec l'environnement. Parce qu'on se soigne avec les plantes. Oui. C'est les plantes qui nous donnent des fruits. C'est les plantes qui nous donnent à manger. L'Africain était conscient que c'est les plantes même qui envoient la pluie. Oui. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Il va falloir que nous commençons à comprendre ce qui se passe dans le monde, les enjeux des débats. Est-ce que vous voyez? On va parler de l'écologie. Il y a combien d'usines en Afrique? Je vous donne les cas. Au Burkina, il n'y a pas d'usine. Quand on dit usine au sens noble du terme, oui, où les gens sont là, ça fonctionne 24 heures sur 24, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui détruit? C'est l'exploitation, par exemple les champs de coton. Il y a beaucoup de choses qui détruisent. Quand vous prenez le Congo aujourd'hui, qu'est-ce qui détruit la nature? C'est les guerres. C'est les guerres et les humains. C'est les guerres. C'est les humains. Voilà. Ça, donc, les humains. il faut comprendre que c'est très important. On ne voit pas le monde de la même manière. Mais comme nous, on nous a lobotomisés, on croit que nous sommes les derniers et il faut vivre comme époux être. Donc, la question de la nature, eux-mêmes, ils ont quelle forêt? C'est quelle forêt l'Europe ou les Occidentaux ont aujourd'hui qui on peut dire que non? C'est une décoration, on le voit. Ici. Même les animaux. Nous, on n'avait pas de zoos. C'est eux qui ont tué les animaux et ils ont vu que c'est en train de finir. On a créé des zoos pour aller préserver des espèces. Mais parce que tu sais pourquoi, cher aîné, je pense aussi c'est parce que, encore une fois, que ce soit dans la nature, avec les zoos, ou même dans leurs musées. Prenons les musées en Europe, en Occident. Tu retires l'histoire des peuples du monde, d'Afrique, d'Asie, mais dans leurs musées, il n'y a quasiment rien dedans. Quand tu retires nos objets qu'ils ont dans leurs musées, que ce soit de l'Égypte, de l'Afrique, nous, on se bat pour la restitution du patrimoine africain. Et on s'est posé la question, on les a posées, mais si réellement vous avez une histoire, étant donné que nous, on milite pour la restitution de ces objets, de ces œuvres sacrées, ça ne devrait pas vous déranger de dire, OK, on prend des A380,
on vide le musée du Quai Branly des 90 000 œuvres appartenant à l'Afrique, on le fout dedans, on vous les envoie, partagez-le. Mais ils disent non. Mais parce que quand tu regardes le musée du Quai Branly, on prend seulement le musée du Quai Branly, tu vides l'histoire africaine qui se trouve dans le musée du Quai Branly et une partie de l'Asie. Mais qu'est-ce qui reste dedans? Il n'y a rien. Ils n'ont pas d'histoire. Tu vas dans le musée Océanie Afrique à Marseille où on a fait une action pour dénoncer le vol, la restitution du patrimoine africain. On a été condamné en première instance. Ensuite, relaxé, l'État a fait appel. Le procureur a dit qu'on veut, le parquet souhaite nous faire condamner pour envoyer un message clair. Parce que derrière notre lutte, elle est idéologique et que si la France ne nous condamne pas pour nos actions, pour demander la restitution du patrimoine africain, alors la France court en grand danger. Voilà les propos que le procureur a dit lors du procès et donc ils nous ont condamnés à 6 mois de prison ferme en disant qu'on a volé des objets pourtant qui appartiennent au peuple africain et qu'on n'est même pas sorti avec. C'est-à-dire c'est le voleur qui condamne les propriétaires, les descendants de ces objets en les accusant d'être des voleurs. Et on a pris 6 mois de prison et l'État français, moi, je suis interdit de rentrer dans les musées. C'est-à-dire que pour eux, je n'ai plus le droit d'aller dans les musées parce que je dénonce le vol, la spoliation des objets culturels africains. Mais c'est quand même violent. Et quand on a voulu lancer une manifestation au musée du Quai Branly, on est arrivé, ils ont envoyé des camions de CRS. Les CRS ont encerclé le musée. Ils nous ont pourchassés. Et c'est là où j'ai compris que quand tu t'attaques à la culture, en fait, c'est là la base, la clé pour déverrouiller notre lutte, pour libérer notre oui, mais peuple. C'est pourquoi au début, j'ai été clair. Pourquoi les Français n'ont pas aimé Kizerbo, ils n'ont pas aimé Cheikh Anta Diop? Parce qu'ils savent que ce sont des gens qui sont comme ça. Ils ne vont pas les aimer. La France n'a pas pardonné à Kizerbo le fait qu'il a été le chef de file des intellectuels qui sont allés soutenir Sékou Touré. Donc aujourd'hui, c'est ça le problème. Dans nos pays, les gouvernants même n'ont pas de programme même pour réécrire, pour réhabiliter leurs propres peuples. C'est pourquoi, tu te rappelles sur Afrique Média quand j'interpellais les Maliens. Les Maliens aujourd'hui font une lutte, mais il n'y a pas de lutte culturelle. Il n'y a pas de lutte culturelle. Quand on a parlé de religion, tu vois, chacun sort. Les Maliens croient que l'islam, c'est leur patrimoine. Non. Les Sundiata qui étaient là ont combattu l'islam. Si vous regardez la chronologie des noms, les Sundiata qui étaient là, c'est des noms africains qu'ils ont portés. Mais quand les Kankou Moussa là sont venus, vous avez vu le nom Moussa, c'est les Arabes, ça veut dire qu'ils sont déjà islamisés. Les gens ne vont pas sur la base des noms. Voilà, ils se sont arabisés. Donc, le combat n'est plus le même. Le Malien, beaucoup de Maliens pensent aujourd'hui même qu'il faut aller à un État islamique. Mais ils oublient que le Mali, là, la culture du Mali avant la colonisation arabe était très forte. Aujourd'hui, quel est le peuple que les Occidentaux étudient le plus? C'est les Dogons. Pourquoi on étudie les Dogons? Parce que les Dogons ont une culture astrologique très profonde. L'État malien ne s'intéresse pas, ils s'en fichent parce que c'est des musulmans. Tu vois, ils sont fiers. Au Mali, aujourd'hui, on est fiers de te saluer, salam alaikum. Si tu ne salues pas comme ça, c'est comme tu n'es pas civilisé. Alors que le Mali refuse de mener un combat culturel en lien avec son combat politique. Regardez l'Iran. Je l'ai toujours dit sur Afrique Média. Regardez les Iraniens. Quand les Américains les attaquent, les problèmes qu'ils avaient eus, ils ont dit qu'eux, ils sont les Perses. C'est vrai qu'ils sont musulmans, ils parlent l'arabe, mais c'est des Perses que les ancêtres n'ont pas été dominés. Oui. Voilà. Donc, l'Iran bâtit tout son combat en référence à ses origines perses. Mais quand vous regardez les États africains aujourd'hui, qui mènent le combat culturel? Les Kizerbo, les Cheikh Anta Diop qui ont mené le combat culturel, aujourd'hui, qui les entend? Quelle est la place de Cheikh Anta Diop aujourd'hui dans la vie culturelle, dans la vie sénégalaise? Même africaine. Les gens viennent. Voilà. Kizerbo aujourd'hui, combien
est-ce que nos États même les prennent au sérieux? Donc voilà le problème qui se pose. C'est un combat culturel. Et il y a des... Par exemple, quand tu prends le Mali, oui, le Mali aujourd'hui, oui. Quand ils ont parlé de laïcité, tu vois des imams, des intellectuels, des gens sortir en train de discuter sur la laïcité. Moi, j'ai eu tellement honte des Maliens. Ils ne comprennent même pas c'est quoi la laïcité, d'où c'est venu. Ils ne savent même pas que c'est une violence qui a amené la France même à sortir le mot laïcité pour dire que chacun est libre de prendre. C'est-à-dire qu'on a on a mal orienté le débat de la question de laïcité parce que les Maliens veulent ouvertement, beaucoup de Maliens veulent ouvertement qu'on dise que le Mali est un État islamique. Ou bien on proclame République islamique du Mali. Alors que vous mettez votre grande histoire glorieuse où l'Empire du Mali, qui a fédéré toute l'Afrique de l'Ouest, toute cette civilisation bambara, et même où les Maliens mettent même, comment on appelle, la culture d'Ozo, c'est-à-dire, c'est comme on appelle cette confrérie, ou si vous voulez, cette initiation des chasseurs, où vous mettez ça. Mais... Si vous partez maintenant parler de l'islam, entre vous, vous allez commencer à vous manger, parce que vous allez dire maintenant, il faut pratiquer la charia. La charia, c'est qui? C'est venu des Arabes, c'est venu du Proche-Orient, des Bédouins. Et vous, vous avez une civilisation que vous ignorez largement et vous voulez vous bâtir sur la base des valeurs des autres. Ça ne peut jamais être la même chose. Tout le monde se bat sur la base de ses propres valeurs endogènes. Celle-là, c'est profond. Regardez les Chinois. Regardez l'Inde. L'Inde vient actuellement de proclamer une histoire à l'indienne. Mais même en Ils disent que... même en Chine, le bouddhisme n'est pas une religion chinoise de base. Le bouddhisme n'a rien de chinois. Mais quand tu parlais de culture, tu sais, l'autre jour, je discutais avec une sœur à moi. D'ailleurs, elle regarde ce live en ce moment. J'étais à l'UNESCO et je lui disais, regarde, j'ai honte du continent, des gouvernements africains. Pourquoi je lui disais cela? Je dis, regarde, là, je suis à l'UNESCO, je suis avec les autorités vénézuéliennes, j'étais avec le ministre de la culture vénézuélienne. On était à l'UNESCO et je vois que ce pays, malgré les sanctions, les plus de 800 sanctions et coercitives sur le Venezuela maintient sa révolution culturelle et les diplomates au niveau de l'UNESCO continuent de défendre la culture vénézuélienne. Et quand j'étais là-bas avec le ministre, je discutais avec le ministre, je dis, j'ai honte parce que je ne vois pas les diplomates africains utiliser l'UNESCO pour défendre la culture de leur pays, la culture des régions, de ce que nous avons culturellement, l'histoire culturelle sur le continent. Je ne vois pas les diplomates africains défendre cela comme vous. Et je lui demande, mais pourquoi, monsieur le ministre? Et il me dit, tu sais, je ne peux pas te répondre, mais une chose est sûre. Quand Léopold était vivant, il avait offert, je crois, des objets en provenance du Congo au Venezuela, c'est-à-dire à l'époque au Venezuela. Et le ministre me dit, mais tu sais que depuis, on essaye de redonner ces objets à l'État congolais. On a envoyé des courriers. On a fait tout ce qu'il fallait parce qu'on souhaite leur redonner parce que ça vient du Congo. On n'a jamais eu de retour. Mais et le ministre ils ne vont pas le faire. Le ministre me dit, j'ai l'impression que ça ne les intéresse pas. C'est des chrétiens. Il me dit, c'est des chrétiens. Et là, il pense que... Quel chrétien africain va se lever dans son bureau, il trouve beau de dire qu'il va donner son cutis pour qu'on fasse venir une statuette africaine de son pays. Tout se passe ici. Mais pourtant, les Vénézuéliens sont aussi des chrétiens. Mais pas des chrétiens, c'est pas des chrétiens racialisés. En Afrique, notre problème est qu'on nous a racialisés et on nous a inculqué le christianisme et l'islam. Aujourd'hui, on pense que si tu sors de ça, là, c'est la catastrophe. Alors qu'ils ne savent pas que c'est une chaîne qu'il faut briser même pour être libre. C'est que tu expliques. Comment tu peux... Est-ce que tu sais, tu vois comment le président congolais même sort. Est-ce que tu as vu Tshisekedi là? Il ressemble à quelqu'un qui défend la culture africaine. Regarde même leur manière de voir le monde. Donc c'est comme ça, il ne faut même pas t'attendre à ce que ces choses... Prends Kizerbo. Kizerbo fait partie, quand j'expliquais le colloque de Caire, et Kizerbo
il a dirigé l'ouvrage, là, c'est eux qui ont dirigé. Il a dirigé le tome 1, méthodologie et préhistoire. Qu'est-ce que Kizerbo n'a pas fait avec l'UNESCO? Est-ce que le Burkina en a profité? Le Burkina n'en a pas profité. Son ouvrage, son volumineux ouvrage qu'il a écrit, c'est ça comme ça. Histoire de l'Afrique noire. J'ai ça, c'est en lambeau, hein, d'hier à demain. Voilà. Par exemple, quand vous prenez cet ouvrage, c'est grâce au soutien de l'UNESCO. Voilà, je crois qu'ils ont réédité ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est quand même honteux qu'aujourd'hui, maintenant, c'est moi, avec notre organisation, on essaye maintenant de remettre la connexion entre l'État congolais aujourd'hui avec l'État vénézuélien pour leur dire que le Venezuela souhaite restituer le patrimoine culturel congolais que Léopold II a donné au Venezuela et de trouver quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on puisse les mettre en relation avec l'État vénézuélien. Et aussi, je finis en disant, avant de fermer le parenthèse, tu sais que c'est encore nous, on est parti en Belgique, on a déposé plainte contre le roi belge, les autorités belges, pour exiger, après notre action au Muséum de Belgique, pour dénoncer le pillage du patrimoine culturel du Congo, et on a déposé plainte contre les autorités et le roi belge. Ceux qui se moquaient de nous quand on faisait l'action pour demander la restitution, ce n'étaient pas les Belges ni les Occidentaux, c'était nos propres semblables africains dans les commentaires qui se moquaient de nous. Et pourtant, la plainte qu'on a déposée, ça a permis de faire avancer et qu'il y a eu, soi-disant, une restitution du reste de Patrice Lumumba. Mais ce que nous, on n'a pas apprécié, c'est que au lieu de faire les choses correctement, comme tu le dis, le président actuel, Félix Tshisekedi, a laissé les autorités belges, encore une fois, humilier la mémoire de nos martyrs, de nos ancêtres. Le roi belge est parti au Congo, il a été reçu avec les honneurs, la tête baissée du président, de sa femme, tapis rouge. Il est revenu, ils l'ont même décoré en le faisant limite roi, hein, encore une fois au Congo. Et quand j'ai vu ça, moi j'écris directement au fils de Patrice Lumumba, qui est un aîné avec qui je suis en relation. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est une insulte pour la mémoire de Lumumba. Vous ne pouvez pas laisser ce qui s'est déroulé. Eh ben, ils nous ont dit, vous savez, malheureusement, ce sont les autorités qui ont tout manigancé. Tu sais, cher aîné, des fois, je suis là, au fond de moi, je suis meurtri parce que je dis, mais on se bat, on n'a pas le soutien de nos États. Et quand il y a des victoires, au lieu qu'on puisse faire les choses correctement, encore une fois, on nous piétine. On nous piétine.